Faut-il construire ou s'adapter? Quelle cohérence existe-t-il entre la liberté et l'éducabilité? Premier principe, le principe d'éducabilité. C'est un postulat de départ qui est indispensable à la démarche que l'enseignant doit suivre. L'enseignant doit postuler que toute intelligence, quelle qu'elle soit, est éducable. Philippe Mérieux, qui est un pédagogue français, a énoncé ce principe qui stipule que, quel que soit l'âge, quelles que soient les difficultés des personnes, lorsque l'on adapte les pratiques pédagogiques, tout le monde peut apprendre. Par exemple, pendant la grossesse, un bébé est capable d'entendre la voix de sa maman, ainsi que celle de son entourage. Toutes les langues ont des musicalités différentes, et il a été prouvé que des enfants qui ont été séparés de leur maman à la naissance et ont été éduqués dans une autre langue apprennent leur langue maternelle beaucoup plus vite que d'autres enfants qui n'ont pas été imprégnés dans cette langue. Aujourd'hui, nous savons que les neurones se développent sans cesse s'ils sont entraînés. Ce qui explique que les personnes âgées qui continuent à entraîner leur capacité de mémoire, pour autant qu'elles fassent un exercice permanent, peuvent continuer à apprendre, à mémoriser aussi bien que quelqu'un d'autre. Un enfant qui a des difficultés d'apprentissage doit-il être considéré comme celui qui ne peut plus apprendre parce que limité? En réalité, il n'existe aucune limite. On peut toujours aller plus loin par rapport à son niveau d'apprentissage. Et donc, que peut-on mettre en place en tant qu'enseignant pour aider chaque personne à se développer et à aller plus loin? Prenons un exemple. Un élève de 6e secondaire commence le cours de néerlandais sans jamais en avoir fait auparavant. Il est bien évidemment en décalage par rapport aux autres élèves qui ont pu bénéficier de cours de néerlandais les années précédentes. Deux choix s'offrent alors à l'enseignant. Soit l'élève restera inactif dans le fond de la classe, car l'enseignant estime que l'élève n'atteindra jamais le niveau attendu en fin d'année. Soit l'enseignant proposera des cours adaptés au niveau de l'élève, qui avancera de façon autonome tout en restant dans la classe pour ne pas être mis à l'écart des autres. En termes d'évaluation, l'élève n'atteindra pas le seuil requis, mais il aura acquis un niveau de néerlandais plus élevé que son niveau de départ. Ce qui compte, c'est de faire évoluer les gens. Ce n'est pas que tout le monde atteigne le même seuil en même temps. L'élève ne peut en aucun cas être relégué parce que l'enseignant pense qu'il est en décalage. Le travail de l'enseignant est d'aider chacun à continuer à avancer malgré les difficultés qui peuvent se présenter, qu'elles soient liées à la personne, au contexte ou à d'autres raisons. Il faut donc développer des pratiques pédagogiques qui sont adaptées. C'est la manière de favoriser l'éducabilité. Il faut mettre en place des démarches, des méthodes et des stratégies. Et lorsque l'on parle de stratégie mentale, on parle de stratégie cognitive. Ce sont des stratégies qui ne sont pas nécessairement visibles, qui ne sont pas facilement enseignables, mais qui s'acquièrent petit à petit de la part de l'élève. L'éducabilité nous dit que tout le monde est capable d'une forme de réussite dans les apprentissages. Mais que veut dire réussir? Du point de vue de l'enseignant, la réussite scolaire est fixée à 10 sur 20. Du point de vue de l'étudiant, le sentiment de réussite peut être très variable. 10 sur 20, 14 sur 20, 18 sur 20 par exemple. Chacun fixe sa réussite en fonction de ses objectifs, de la manière dont il envisage les choses. Le pari d'éducabilité est de dire que tout le monde doit développer ses capacités. Tout le monde doit apprendre quelque chose. L'éducabilité, c'est un principe qui a plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est logique. Si l'enseignant veut exercer son travail d'enseignant, il doit partir du fait que ce principe d'éducabilité doit être appliqué. Deuxièmement, c'est lié à un principe d'heuristique. L'heuristique correspond au fait d'essayer sans pour autant systématiquement être récompensé. On essaye, parfois on trouve la solution, parfois pas. On fait des essais,
et des erreurs. L'enseignant fait des essais pour mettre en place ce qui est nécessaire pour que l'apprentissage puisse se réaliser. Il peut commettre des erreurs, il faut l'accepter. Lorsque cela ne fonctionne pas, il faut l'analyser. Le principe d'éducabilité est un principe qui part d'un point de vue positif en mettant sur l'élève un espoir, en lui disant qu'il va réussir, mais que ce n'est pas parce que on le dit que cela fonctionne nécessairement. C'est toute la question de l'attente. Si l'on attend quelque chose, il est possible qu'on soit déçu parce que l'on n'obtient pas ce que l'on attend. L'enseignant doit mettre en place des principes qui favorisent l'apprentissage et accepter que ça ne fonctionne pas à chaque fois. Prenons un exemple. Des enfants rentrant en 6e primaire où l'enseignant a une prestance, une aura. Tous les élèves sont un peu intimidés le premier jour. La première chose que l'enseignant ait fait est de leur dire « Voilà, vous êtes là jusqu'à la fin de l'année, je vais tout faire pour que vous puissiez réussir parce que vous en êtes tous capables. » On observe alors immédiatement une levée du stress chez les enfants. Cela correspond à la bienveillance qui est associée au principe d'éducabilité. Enfin, le principe d'éducabilité est lié à la modestie. L'enseignant ne peut pas complètement sceller l'avenir de l'élève en le condamnant à n'en faire qu'une copie de son passé. Il doit laisser ouvertes les possibilités de changement, de succès et de réussite. Nous connaissons tous autour de nous des personnes auxquelles on a dit qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils n'étaient pas faits pour ces études. Et puis finalement qui y sont arrivés. Il faut laisser aux gens une forme de liberté par rapport à leur parcours, ce qui leur permet de s'y investir pour pouvoir réussir. C'est laisser une part de responsabilité à celui qui décide de faire quelque chose, de ne pas lui bloquer un chemin, alors qu'en fait, on n'a pas tous les éléments en main pour savoir ce qu'il en est. L'éducabilité, c'est un danger. Dans l'éducabilité, on voudrait mettre en place toutes les méthodes pour qu'un individu puisse bien apprendre. Mais n'en faisons pas un peu trop ? Certains enseignants ou parents veulent tout faire, tout penser à la place de leurs enfants, de leurs élèves, et pour finir, contraignent cet enfant à faire ce que eux voudraient qu'il soit. Quelle est donc la part de liberté que l'on laisse à celui qui apprend ? Il existe une forme de danger à confondre « je forme quelqu'un » et « je fabrique quelqu'un ». Chacun doit avoir sa liberté, sa manière de penser, sa manière d'interpréter ce qu'il apprend. Vouloir éduquer, quoi qu'il en coûte, peut amener à une forme de dérive, à contraindre les gens à ne plus se respecter eux-mêmes par rapport à leurs propres valeurs. Nous devons nous poser la question de savoir jusqu'où peut-on aller. À certains moments, cela peut ne pas fonctionner. Il se peut qu'il y ait des échecs. Il se peut que l'élève ne suive pas. L'enseignant pense bien faire et cela ne fonctionne pas. Le danger serait d'abandonner ce principe d'éducabilité. L'enseignant doit, malgré la difficulté que cela peut représenter, malgré le fait qu'il puisse être déçu, garder en tête que sa valeur en tant qu'enseignant, c'est celui de penser que chacun est capable de continuer à évoluer. Il faut être bien attentif à l'idée que, en lien avec le principe d'éducabilité, il faut y associer le principe de non-réciprocité. Si l'on attend quelque chose, on risque d'être déçu. Si on n'attend rien, on ne sera pas déçu. Le vrai pari d'éducabilité, c'est de se dire que l'autre va réussir. C'est organiser les activités pour que cela soit possible dans cette idée d'alignement pédagogique. C'est accepter le pire tout en exigeant le meilleur. C'est ne pas renoncer. L'enfant sauvage est un livre et un film basé sur une histoire vraie qui illustre ce principe d'éducabilité. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui a été recueilli par des loups et qui n'a été éduqué par personne. On a voulu le ramener à la société humaine avec beaucoup de bonne volonté. Le résultat n'a pas toujours été à la hauteur, car très éloigné de la zone proximale de développement. Malgré tout, il y avait une conviction que cet enfant pouvait évoluer, apprendre et être mieux intégré à la société
des hommes et des femmes. Il faut parier sur la réussite, parce que si l'on ne parie pas sur la réussite, alors on a des a priori. Et quand on a des a priori, en tant qu'enseignant, ça se répercute sur l'évaluation qu'on peut faire d'un élève sur lequel on aurait des a priori. Qu'est-ce que l'on appelle l'effet Pygmalion? L'expérience qui explique cet effet est la suivante. Au baccalauréat, des textes sont écrits par les étudiants et ceux-ci sont évalués par des enseignants qui ne sont pas les enseignants des élèves. Pour l'expérience, un tas de copies a été partagé en deux de façon tout à fait aléatoire. Le premier paquet a été attribué à un groupe d'enseignants à qui l'on a dit que la série de copies venait d'un collège dans lequel les choses se passaient très bien. Le deuxième paquet a été attribué à un autre groupe d'enseignants à qui l'on a dit que la série venait d'un collège beaucoup moins favorisé et dans lequel il y avait plus de difficultés. Les copies pour lesquelles on avait annoncé qu'elles venaient d'un environnement favorable obtenaient une bonne moyenne, alors que celles qui venaient d'un environnement plutôt défavorable avaient des moyennes inférieures. Il n'y avait aucune raison à ces différences, sauf celle de mettre une étiquette sur ces copies. À partir du moment où l'on met une étiquette sur le front de quelqu'un, cette personne aura tendance à s'y conformer. Il faut donc éviter de regrouper des élèves plus faibles ensemble, car le risque est que l'élève se dise, comme il se trouve dans une classe faible, qu'il peut se comporter comme un élève faible. Il est donc important qu'il y ait dans les classes un mélange d'élèves plus forts, moyens et plus faibles, une forme d'hétérogénéité, ce qui est prouvé par la littérature au niveau des sciences de l'éducation. Les élèves plus faibles sont tirés vers le haut par les élèves les plus forts parce qu'ils ont devant eux des exemples. Les élèves plus forts deviennent plus solidaires. Lorsqu'ils sont ensemble, ils sont souvent en compétition. Et dans la compétition, on ne donne pas à l'autre, car sinon, on n'est plus le premier. Si on donne à l'autre, on va l'aider. Et donc, dans les écoles élitistes, les écoles où l'on fixe tout sur la performance, il y a moins de solidarité. Alors que lorsqu'un plus fort va expliquer à un plus faible, il va lui-même apprendre. Il faut essayer donc de trouver des structures qui empêchent de mettre des étiquettes, car cela est dévalorisant pour ceux qui les portent. L'effet Pygmalion est un risque lorsqu'on ne parie pas sur la réussite. Si l'on dit à quelqu'un que l'on croit en lui, qu'on est là pour l'aider à réussir, qu'il a les compétences pour réussir, c'est aussi l'effet Pygmalion, mais dans le sens inverse. C'est donner à quelqu'un une étiquette positive dans laquelle il va se retrouver et par rapport à laquelle il va essayer d'être à la hauteur. Quelle est la place de la liberté que l'individu peut avoir par rapport à ce principe d'éducabilité où l'enseignant pense tout pour l'autre? Est-ce que les élèves peuvent apprendre seuls? Et est-ce que l'on peut contraindre quelqu'un à apprendre? Quelle est la place de la liberté que l'individu peut avoir par rapport à ce principe d'éducabilité où l'enseignant pense tout pour l'autre? Est-ce que les élèves peuvent apprendre seuls? Est-ce que l'on peut contraindre quelqu'un à apprendre? Des expériences ont été menées à toute époque sur des élèves que l'on a rassemblés et auxquels on a dit qu'ils avaient devant eux la structure et le matériel et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, en pensant évidemment que ces élèves allaient apprendre. C'est ce que l'on a appelé les pédagogies non directives. Pas de consignes particulières et l'apprentissage va se réaliser. Ce qui n'a bien sûr pas fonctionné, même si quelques élèves s'en sortent bien. Ce qui a été mis en avant, c'est que des élèves qui sont très autonomes et très autodidactes sont des élèves qui s'en sortent partout, peu importe les structures d'enseignement. Ces élèves représentent un petit pourcentage de la population. Tous les autres ont besoin de structures qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'école. Malgré tout, il faut choisir. Il existe une forme de liberté dans le choix d'un type d'étude. Lorsque l'on laisse toute liberté, comme dans les écoles à pédagogie non directive, la difficulté est ce qu'on appelle
l'abstention éducative. Cela veut dire que l'enseignant ne prend pas de décision pour l'élève. Si l'élève rencontre des difficultés, on ne peut pas compter sur l'enseignant puisque celui-ci ne donne pas de structure, ne donne pas d'aide, ce qui peut entraîner l'élève vers l'échec et la résignation. Il faut trouver un juste milieu entre la liberté donnée à l'élève et le guidage réalisé par l'enseignant. À quoi correspondent la pédagogie centrée sur le sujet et la pédagogie centrée sur la culture? Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la pédagogie centrée sur le sujet, sur l'individu en tant que tel. Dans ce cadre, l'enseignant, le parent, est une personne ressource. Cela veut dire qu'il est là pour aider l'élève, l'aider à avancer, l'aider à grandir. On ne va pas tout lui imposer. On va le pousser et essayer de lui permettre de trouver sa propre voie. On va l'impliquer en organisant des activités. L'implication de chaque élève amène à une forme de confiance en soi qu'on adopte. Celui qui choisit de faire une activité qui lui est demandée, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on contraint à le faire. Le fait d'être impliqué entraîne une marque qui va être plus profonde sur ce qu'on est intervenu, ce par rapport à quoi on est intervenu et à la manière dont on est intervenu, ce qui a une incidence non négligeable. Un enseignant, dans ce cas, organise des parcours qui peuvent être différenciés. Il ne propose pas la même chose à tout le monde. Il peut proposer un contrat pédagogique pour lequel il est nécessaire de fixer à chacun des objectifs atteignables. Prenons un exemple en éducation physique. Pour ce cours, tout le monde n'est pas forcément sur le même pied d'égalité. Certains font plus de sport, d'autres n'apprécient pas forcément le sport. Dans ce cas, un enseignant a pris chacun à part en disant « on est en septembre et pour décembre, si tu atteins ton objectif personnel, tu obtiens la note de 20 sur 20. » Tout le monde se trouve alors valorisé parce que l'on se dépasse personnellement. On ne sera pas dévalorisé parce qu'on ne fait pas comme les autres. On montre ce que l'on est capable de faire, ce qui me permet de montrer une évolution. Il est important de pouvoir impliquer celui qui apprend dans son évaluation, de le faire participer à son évaluation pour qu'il puisse comprendre, et ce, sans jugement négatif. C'est pour construire ensemble quelque chose de plus positif que l'on passe dans la pédagogie centrée sur le sujet. L'élève construit ses propres connaissances. On lui fait découvrir des notions. Et bien sûr, ce que l'on découvre par soi-même s'ancre mieux que ce que l'on nous dit. C'est un apprentissage plus actif au niveau cognitif. La pédagogie centrée sur le sujet est aussi celle que l'on appelle la pédagogie moderne. En réalité, la pédagogie moderne est la plus ancienne des pédagogies. Depuis Platon, on parle de pédagogie pour laquelle l'apprenant doit être actif. La pédagogie centrée sur le sujet est endogène. Cela veut dire qu'elle vient des intérêts particuliers de l'individu et vient donc de l'intérieur de l'individu. C'est lui qui exprime son intérêt, sa motivation et ses choix. Célestin Freinet est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale une des personnes qui a développé des écoles de pédagogie active qui existent encore aujourd'hui. Il en existe bien sûr d'autres comme les Montessori qui reviennent un petit peu au goût du jour, mais il existe également des écoles qui ne se revendiquent pas de pédagogie nouvelle, mais qui pour autant le sont ou le font. Ce n'est pas l'étiquette qui fait que l'école peut pratiquer ce type de pédagogie. Mais dans ce type d'école, on retrouve une forme de synthèse entre ce qui est obligatoire et facultatif. Cela veut dire qu'il y a des choses qu'il faut apprendre. Dans les classes de type Freinet, il y a des brevets obligatoires qui doivent être réussis pour accéder aux activités au choix et facultatives. Contrairement aux pédagogies non directives, où on laisse les enfants faire
tout ce qu'ils veulent, dans la pédagogie Freinet, il faut d'abord avoir les acquis de base avant de choisir des activités libres. Ce que Freinet a bien compris également, c'est que d'une part, on peut jouer sur la progression individuelle, mais d'autre part, il est possible aussi de développer ce qu'on appelle la démocratie participative à l'école. Il y a des décisions qui se prennent en groupe et qui doivent tenir compte de l'avis des autres pour obtenir une décision collective. On ne décide pas tout seul, on est en société. Dans la pédagogie centrée sur la culture, ce qui importe, c'est ce qui est commun. C'est ce que la société nous impose, nous dicte et que nous devons respecter. Par exemple, le fait de traverser au feu vert et pas au feu rouge, cela fait partie de conventions. Il y a des situations où la société nous impose des manières de faire. Dans la pédagogie centrée sur la culture, l'enseignant va donner une information. Comme dans notre exemple, au rouge, on s'arrête et au vert, on passe. On amène l'élève à reproduire quelque chose qui est dans la société. Il serait bien sûr nécessaire que l'enseignant essaye de les faire comprendre. Mais il y a beaucoup de choses que l'on reproduit sans pour autant savoir pourquoi. Le risque de pousser cette pédagogie à l'extrême est que l'élève n'agisse que par mimétisme. Nous faisons beaucoup de choses avec la contrainte sociale, la contrainte culturelle, toujours sans savoir pourquoi. Notre culture nous l'a imposée et nous la suivons au niveau de la pédagogie centrée sur la culture. Le slogan est que l'éducation peut tout. Mais il y a un risque de conformation sociale, le risque de faire comme les autres. Il existe toutefois une possibilité d'émancipation, de permettre à certains qui n'ont pas eu certaines chances de l'avoir grâce à l'école. Par rapport aux difficultés sociales que certains peuvent rencontrer, sans l'école, il n'y aurait pas la possibilité de s'élever dans la société. Le fait que l'école impose une structure permet de générer des bénéfices au plus grand nombre. L'instruction obligatoire en Belgique fixe à 18 ans l'âge minimum de fréquentation scolaire. Autrefois, lorsque celle-ci se terminait plus tôt, des enfants étaient mis au travail, soit parce qu'ils le souhaitaient, mais surtout parce qu'à une époque, leurs parents voulaient les faire travailler pour alimenter les revenus de la famille, ce qui ne leur permettait donc pas de faire des études. L'instruction obligatoire, la culture et la société ont permis à toute une série d'individus de s'élever au niveau de la société. Le risque, c'est le risque de s'y ramodeler. Jusqu'où est-on conforme? Jusqu'où nous pousse-t-on à la conformité? Cela pose d'ailleurs problème dans des pays totalitaires, par exemple. Il faut éduquer et il faut appliquer le principe d'éducabilité. Mais le risque est de vouloir être l'auteur d'autrui, de vouloir fabriquer quelqu'un à son image, de vouloir dire à l'autre comment il doit être. Ce qui peut amener à des situations où les gens se rebellent, et on n'est pas d'accord avec ces injonctions. C'est de là que viennent les poussées à l'extrême, les révolutions. On impose des choses aux gens, et ils estiment que ce n'est pas juste. Et à un moment donné, puisqu'il n'y a plus de dialogue possible, ils seront poussés vers une forme de violence qui leur permettra de sortir de ce système dans lequel il y a trop de contraintes. Donc, l'éducation n'est pas la fabrication. Il faut pouvoir jauger les deux éléments l'un par rapport à l'autre. Si l'on veut livrer une éducation authentique, il faut accepter qu'il y ait de la contestation. Il faut accepter que les gens ne soient pas d'accord. Si vous êtes d'accord que les gens ne soient pas d'accord avec vous, vous allez favoriser l'approbation de chacun. Vous allez favoriser une vraie éducation qui permet à chacun de se faire ses propres idées. En conclusion, l'enseignant doit à la fois rendre des comptes à la société et agir de manière telle que chaque individu aille le plus loin possible.